Bonjour à tous, bienvenue à l'édition numéro 9 du jeu de dames Le Mag, le magazine de l'actualité du jeu de dames national et international, avec un invité aujourd'hui qui va nous partager sa très grande expérience du jeu international, puisqu'il est grand maître international et qu'il a frôlé l'exploit historique de donner un deuxième champion du monde en partie à cadence lente au continent africain. Et nous discuterons avec lui de la vision qu'il a du jeu de dames moderne. Alors, ce magazine, le MAG, a pour vocation de diffuser le jeu de dames dans les pays francophones, mais pas uniquement. Et si vous le regardez, mais vous pouvez le soutenir en faisant simplement le petit geste de cliquer sur un petit like. C'est important pour les réseaux sociaux parce que avec ce simple petit clic, il voit l'audience d'un magazine, et si on veut diffuser le jeu de dames, il faut qu'on sache que le jeu de dames est regardé. Voilà, donc je vous remercie de faire ce petit geste en fait d'encouragement pour le mag. Bon, et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Marc Njofang, Monsieur Jean-Marc Njofang, le grand maître international, champion d'Afrique de multiples fois, vice-champion du monde 2015 du jeu de dames. Bonsoir Jean-Marc. Et bonsoir Philippe et bonsoir aux internautes qui nous suivent ce soir. C'est un plaisir pour moi d'avoir été invité et c'est tout un honneur. Merci encore. Eh bien, c'est l'honneur est pour moi et pour le mag. Bon, ça va aux Pays-Bas en repos là? Oui, en repos, voilà. On essaye de souffler un peu après une période très chargée les précédents mois. Mais bon. La dernière compétition que tu as fait, c'était les interclubs? Tu as fait les interclubs? Oui, voilà, les interclubs, voilà, oui, ça fait 2 parties jouées déjà. Donc, après le malheureux championnat d'Afrique, le tournoi d'Amersfoort. Eh oui, donc tu reviens du championnat d'Afrique, tournoi d'Amersfoort. Donc tu as eu une année très chargée, hein. On verra l'actu en particulier de cet été, puis on verra, c'était une année où il y a eu des réussites, et puis quelques déconvenues un peu, peut-être ce championnat d'Afrique. Ton premier sentiment après le championnat d'Afrique? C'est vraiment la déception, mais en sportif de haut niveau, il faut savoir accepter aussi et faire un mea culpa et chercher à savoir ce qui n'a pas marché. Eh oui, dans une carrière, il y a toujours des hauts. Des hauts et des bas, voilà. Et puis bon, cette année n'a peut-être pas été la meilleure des années pour... Vraiment, c'est l'une des pires des années d'ailleurs, parce que c'est une succession de comptes performants, de déconvenus. Je crois que là, à un moment, on est un peu frustré, mais bon, vous savez, il y a des périodes fastes et des périodes aussi de vaches maigres. Donc, c'en était une et je l'accepte comme ça avec beaucoup de philosophie. C'est le sport où il n'y a pas mort d'homme. On va regarder donc cette actu internationale. Alors dans l'actu internationale, vient de se terminer Jean-Marc, le Curaçao Open, où là on a eu une surprise, peut-être pas pour le principal intéressé, c'est Alan Silva qui remporte donc cet Open de Curaçao devant Schwartzman qui l'a battu, et devant Thijssen qui était en fait, c'était les 3 favoris du tournoi, parce qu'ensuite il n'y avait peut-être pas les grandes pointures. Tu as déjà rencontré toi Silva, Jean-Marc? Oui, je dirais Silva, je crois que là il confirme un peu son titre depuis qu'il est grand maître international. Je crois que là c'est une performance de haut niveau. Remporter un tournoi international de cette envergure, oui, je l'ai déjà rencontré. Il n'est pas facile à jouer. Et il faut dire que le paradoxe, peut-être l'anecdote, c'est que Schwartzman a été son entraîneur plusieurs fois. Donc, vous voyez que l'élève gagne contre le maître. Et quelquefois, ça arrive. Et c'est vrai, c'est décevant pour Schwartzman, mais ça devrait aussi être une fierté. C'est la preuve que il a retenu beaucoup de choses. Et puis gagner contre un autre favori, Thijssen, plusieurs fois champion des Pays-Bas, je crois que là, il a fait fort et il mérite amplement d'avoir remporté ce tournoi-là. Oui, et autre événement, vient de se terminer l'épreuve de Coupe du Monde en Chine, et on sait maintenant quel est le vainqueur de la Coupe du Monde 2018, c'est Chizov.
Oui, tout à fait. Le champion du monde des années 90. Et donc Oui. il est très en forme, hein, puisqu'il remporte cette dernière épreuve de Coupe du Monde en Chine. Et il remporte donc la Coupe du Monde. Et simplement, je crois que la logique a été respectée. Et pour Tizov, je crois qu'il finit en trombe et il remporte donc la Coupe du Monde 2018. Quoi. Donc classement final chez les hommes, tandis que chez les femmes, eh bien c'est Matrena Nogovitsina, la Russe, qui remporte cette Coupe du Monde 2018. Alors en France, Jean-Marc, peut-être tu as suivi, il y avait l'Open de Montpellier, donc premier dans la première série, un trio d'Almeida, Jeanneret et Robin Paul. En deuxième série, Guillet gagne le tournoi, et en troisième série, c'est Jean-Noël Fabre, un des organisateurs du tournoi. Alors, autre événement qui intéresse les joueurs français, eh bien, les interclubs aux Pays-Bas, et là, eh bien, c'est Kevin Machelin qui crée l'événement en battant le maître international Tommy Bongo dans une partie assez complexe, tandis que Anastase Leclerc perdait également de sa partie contre Dirk van Schreck et Anthony Lavoine qui faisait match nul. Donc la victoire de Kevin permettait au club de Tilburg d'être à égalité dans cette rencontre avec Van Stinkpans. Techniquement, Tommy avait un avantage considérable, mais je crois qu'il n'a pas pris en compte la subtilité combinatoire. Parce que sur ce fragment-là, avant, moi, j'aurais préféré qu'il joue 14-19 au lieu de 14-20 à un moment donné. Et du coup, avec le 14-20, il a donc permis à Kevin de développer une structure pour pouvoir avoir la combinaison. Et du coup, la combinaison a forcé la perte du pion de Tommy. Et puis à la fin, Kevin a simplement bien fini. Alors, autre événement d'importance pour l'avenir du jeu de dames, les championnats du monde des jeunes qui s'est tenu à Gomel en Biélorussie, malheureusement sans une équipe de jeunes joueurs français qui avaient déjà été bien sollicités cet été dans les compétitions internationales. Chez les juniors, c'est un Biélorusse, un local qui l'emporte, Semyanyuk, à égalité avec Wouterwolf, mais au départage, c'est donc la Biélorussie qui remporte ce championnat du monde junior. Et chez les femmes, c'est une chinoise. Donc la première fois, je crois, qu'une chinoise remporte un championnat du monde junior. Et chez les moins de 17 ans, c'est un lituanien, Golubayev. Chez les femmes, une russe, Balukova. Chez les moins de 14 ans, c'est un néerlandais, Hageman, qui l'emporte. Et chez les filles, une biélorusse, Nikolaïeva. Et enfin, chez les espoirs, c'est Egorov de Russie qui l'emporte, tandis que c'est une biélorusse, une locale, qui l'emporte chez les féminines. Il y a eu le championnat d'Afrique à Thiès au Sénégal, et c'est Joël Hatsé qui sera notre prochain invité dans le MAG, qui remporte ce championnat d'Afrique. Et toi, tu finis à la 6e place. Oui. Alors, un championnat un peu décevant pour toi? Oui, mais pas un peu, vraiment décevant. Ça, il ne faut pas avoir peur des mots. Je crois que c'est le qualificatif qui s'y est le mieux. Décevant pour moi, qui me compte performance, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que là, je suis hors des 4. Il fallait, la moindre des choses, j'aurais dû terminer parmi les 4 pour pouvoir être qualifié au championnat du monde, à défaut du titre de champion d'Afrique. Donc pour moi, clairement, c'est une contre-performance et c'est une grosse déception quand même. Alors Jean-Marc, ton palmarès est assez impressionnant, hein. Tu as été 2 fois champion d'Afrique en 2000 et 2010. Tu as été vice-champion du monde en 2013-2015. Et tu as souvent remporté de grandes victoires, en particulier lors des mondiaux des Jeux de l'Esprit. Ici, on te voit en action en 2016. Tu es sur le podium, 3e dans les parties dites rapides. Mais en 2014, tu es premier, donc premier du Super Blitz.
Donc médaillé d'or en 2014, voilà. Donc Super Blitz. Voilà. Alors on voit qu'il n'y a que des deux. Est-ce que tu peux expliquer comment se passent ces Super Blitz lors des mondiaux de l'esprit? Oui, ben pour faire simple, au départ de chaque partie, chaque joueur a un temps, disons c'est 5 minutes plus 2 secondes par coup joué. Ben, il se trouve que si au terme de votre partie, il n'y a pas de vainqueur, la partie continue, mais avec le temps qui vous est resté sur la pendule. Donc, chaque fois, les minutes décomptent jusqu'au bout du process, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, quoi. On a vu, il y a une anecdote, Georgiev contre Valneris, il a fallu 18 parties pour les départager. Donc, du coup, c'est souvent très long. Ben, quelquefois, ça se joue à peu de choses. Oui, épuisant, c'est long, c'est vraiment, c'est une épreuve de nerfs et physiquement même, il faut être au point pour pouvoir tenir aussi longtemps. Alors donc, ben, tu es un joueur de partie rapide et en fait, Oui. Ça vient peut-être de l'Afrique, de tes débuts au Cameroun. Oui, tout à fait. Oui, de l'Afrique. Et vous savez, culturellement, les Africains, les joueurs venant de l'Afrique, ben, ont ça dans leur ADN parce qu'en Afrique, c'est beaucoup plus le nombre de parties jouées que la qualité des parties. Donc, les gens préfèrent jouent en général plus vite. Donc, il y a ça développe les réflexes. Il y a le compter. Voilà, il y a le compter, il y a les parties à pendule, mais beaucoup plus ce qui est développé en Côte d'Ivoire, à Yaoundé, au Cameroun ou à Douala, c'est le compter. Donc ça, c'est original, c'est typiquement africain, ça. Donc le compter, c'est 1, 2, 3, 4, 5, tu joues, si tu n'as pas joué, tu as perdu. 3, 4, 5, voilà, si tu ne joues pas, tu as perdu. Donc du coup, vous imaginez, il y a des gens qui peuvent faire 100 parties par jour ou plus, et c'est le nombre de parties qui prévaut, et je crois qu'à la fin, c'est épuisant, mais le bon côté, hein, à mon humble avis, ça développe les réflexes et ça permet quand même d'affiner sa technique. Et il y a un petit enjeu, non il y a toujours le pari. Il y a toujours le pari sur la partie. Le pari, voilà, il y a des mises, il y a des paris. Et du coup, c'est ça qui, permettez-moi l'expression, qui pimente un peu l'affaire, quoi. Ça rend les parties plus intéressantes. Est-ce que tu penses que depuis, parce que les internautes ne le savent peut-être pas, mais Jean-Marc, maintenant tu vis aux Pays-Bas, est-ce que tu penses que cette capacité du blitz, tu l'avais déjà en quittant en fait le Cameroun et en venant t'installer aux Pays-Bas, ou est-ce qu'aux Pays-Bas tu t'es encore amélioré dans les parties rapides? Je crois que cette aptitude-là à jouer vite vient principalement du Cameroun. Ben, il faut aussi dire que je suis un peu à cheval entre les Pays-Bas et le Cameroun parce que j'y suis très régulièrement. Et les Pays-Bas, c'est le jeu et le Cameroun, c'est l'aspect familial. Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a encore des grands joueurs qui sont restés au Cameroun. Est-ce que Léopold Kogue est toujours au Cameroun? Oui, toujours. Il faut dire que le Cameroun, contrairement à un pays comme le Sénégal, la chance qu'on a, c'est qu'il y a du talent et il y a un renouvellement des valeurs. Vous n'avez qu'à voir avec Tommy qui a gagné récemment la Coupe du Monde à Abidjan, Nga Landry qui a été médaille de bronze au dernier championnat d'Afrique. Donc du coup, on peut citer bien d'autres. Bruno Fopa MI, il y a Christian Niami qui est du côté également de la fin, qui montre voilà des jeunes valeurs qui permettent donc de renouveler comme ça, d'assurer la relève. Et je crois que c'est une bonne chose parce que nous, on peut dire qu'on n'est pas à cheval entre la vieille garde et la nouvelle. Et les grandes places, elles sont surtout à Douala, Yaoundé, ou est-ce que c'est à peu près homogène dans tout le pays? C'est homogène. Bon, il faut dire les grands pôles de développement, c'est Yaoundé et Douala naturellement, mais maintenant, le jeu est populaire, que vous alliez à l'ouest, Bafoussam ou à Bamenda ou à l'est, vous trouverez tous des gens jouer en bordure de route. Il y a les grandes places partout. Donc, à tout coin de rue, dans mon village, du côté de l'ouest Cameroun, du département D, ben, il y a toujours un damier qui traîne quelque part. Et je crois que c'est ce côté-là, l'aspect
c'est l'un des jeux, il faut le dire, le plus pratiqué, mais peut-être le plus méconnu, quoi, qui souffre des préjugés également. Ah oui, ouais. y compris là-bas. Alors Jean-Marc, nous avons une nouvelle chronique qui est l'avis du maître, la décision du maître. Donc dans une position où il y a des choix à faire, eh bien tu vas nous donner le coup que tu préfères en argumentant en fonction de la position et des enjeux. Les blancs, pour prendre l'avantage, pour sécuriser leur avantage, je crois qu'il est question ici de mettre une pression sur la petite aile des noirs, c'est-à-dire qu'attaquer suffisamment les pions 20. Et donc le pion 23 va venir en soutien. Voilà, mais il faut anticiper. Donc par exemple, sur 37-32, naturellement 11-16, prise à 21, 16-27, et le 40-41, voilà, 46-41. Bon, on peut supposer ici, sur 23-28, 41-37. Maintenant, on peut s'arrêter un moment. Sur cette avancée, on voit bien que la position noire n'est pas très facile à jouer. Parce que 13-19 est interdit à cause de 39-33. Également 14-19 est interdit parce que directement il y a le coup. Voilà le coup direct. Maintenant sur 13, sur 18-23, sur 18-23, 34-29, 23-34, 40 fois 29. Donc du coup, on voit bien que là, la pièce 23 et 28 est menacée. Donc voilà, sur une variante comme ça, simple, il y a une menace directe. Maintenant, on peut revenir et se dire après 37-32, 16-11, 11-16, pardon, 11-16, oui, et maintenant sur 46-41, 46-41, 7-11, 7-11, 41-37. Maintenant, vous voyez, le même problème demeure. Sauf que là, les noirs peuvent attendre par 14-19, par exemple. Attendre, oui. Maintenant, sur l'attaque 37-32, il y a une reprise, voilà. Et je crois que là, la pièce 27 est mieux sécurisée. 23 peut venir à 28. Mais ici, oui, donc là, les blancs, ils ont 34, un petit problème. D'un seul coup, les noirs ont une position centrale dominante. Non. Ça peut, mais c'est pas terminé. 34-29, c'est-à-dire les blancs, il faut donc chercher à enlever la pièce 23 et prendre à 29. Voilà. Maintenant, sur l'attaque 19-23, il y a 48-42. Et puis, la pièce 42 va venir attaquer la pièce 27 des noirs. Voilà. Donc, là, un peu, le coup 18-23 est forcé. 42-37. 42-37. Et forcément, oui. Donc, vous voyez que là, ça donne encore un jeu. Et puis, prise directe. Est-ce que le pion va pas être simplement récupéré très vite? Oui, mais il sera récupéré. Sauf que l'aile, le trick-track des noirs est affaibli. L'avantage de l'attaque aussi directe, c'est que ça permet au pion 46 de se mettre en branle. Parce qu'il est question de mettre toutes les pièces en mouvement. Vous voyez que sur cette position, la pièce 46 des blancs ne peut pas jouer. Alors là, c'est pas trop intéressant. D'accord, donc l'idée, c'est on attaque tout de suite pour développer le pion 46 et on empêchera le pion 23 de revenir en soutien. Voilà, et ça empêche aussi le pion 23 de venir en soutien. Sur 34-29, prise à 29, 14-19 va s'en suivre. Oui, 14-19. Maintenant, sur l'attaque 37, 16 revient. Oui, 16. Maintenant, peut-être sur 46-41. Là, on peut jouer 15 et 20. Et on ne peut plus attaquer.
et on ne peut plus attaquer. Donc, la pièce 25 est protégée et les noirs restent plus actifs. D'accord. Et une autre difficulté, c'est que quand on va attaquer, on va certainement devoir boucher la case 33 et les noirs auront le repli. Et si on la bouche, après l'attaque, il y aura le 2 pour 2. C'est-à-dire qu'après l'attaque du pion 27, il y aura 22, 28. Le repli. Donc Jean-Marc, toi, ta décision du maître, donc en l'occurrence aujourd'hui Jean-Marc N'Joffang, le GMI, vice-champion du monde, dans cette position, tu préconises l'attaque directe du pion pour développer la pièce 46. Tout à fait, l'attaque directe. Tout à fait. Parce qu'il faut voir, si vous faites par exemple 46, 41 tout de suite, mais le pion 23 va intervenir. Le pion 23 intervient. Et du coup, il faut faire le 2 pour 2 parce que la structure, là, la formation incomplète 37 et 41 n'est pas bonne. Ah oui. Donc il faut faire 38 tout de suite. Et les noirs ont une position bien centrale. On attaque, et je crois qu'on va toujours attaquer, voilà, pour revenir au centre. Et là, la situation blanche n'est pas des plus joyeuses. Et du coup, la pièce qui revient au centre, elle est protégée. Ouais. Ok, donc c'est très, très intéressant. Alors c'est un avis du maître, peut-être que d'autres maîtres auront un autre avis, on verra dans les prochaines séances. Mais en tout cas, c'est argumenté, et je pense que c'est très intéressant pour ceux qui nous suivent. Jean-Marc, ce que je te propose, c'est d'aller voir deux parties que tu as jouées, dont une que tu as jouée récemment lors de ce championnat d'Afrique à Thiès. C'est une partie classique. Et puis, on reviendra aussi sur une ancienne partie jouée aux interclubs. C'était contre Fritz Luten, une partie d'encerclement. Et tu vas pouvoir nous commenter, alors sans analyser totalement la partie, hein, parce que le temps nous est un peu compté. Mais tu vas nous éclairer de tes commentaires de grand maître. Tout à fait. Et je savais qu'il allait m'imposer une partie classique. Et je me suis dit, soit je le sors de la partie classique, ou alors j'essaie de prendre un avantage dès l'ouverture. Alors, est-ce que tu dirais que les joueurs africains sont restés majoritairement dans le style classique ? Tout à fait, ils sont restés. Mais si vous regardez Tardorel ou alors Kassim Soare, ils jouent essentiellement des parties classiques. Et il y a une remarque que je tiens à faire. L'une des rares parties que Loukeba perd, c'est contre moi. Et dans cette partie, il n'a pas joué classique. Donc, c'est des joueurs essentiellement de parties classiques. Mais je peux comprendre parce que c'est là où ils se sentent le mieux. Alors, est-ce que toi, Jean-Marc, tu te qualifierais d'un style composite? Tu peux jouer à peu près tout? Oui, à peu près tout. Ben, c'est vrai que j'ai une propension pour l'attaque, mais je crois que je joue tout. Tout dépend. Tu as une préférence? De l'adversaire. Non, tout dépend de l'adversaire que j'ai en face et de la stratégie que je mets en place et de l'objectif que j'ai pour cette partie. C'est ça. Alors, Tommy, quand j'avais eu Tommy au MAG, il disait que quand il jouait contre un Russe ou un Hollandais, il essayait d'imposer la classique parce qu'il avait l'impression, enfin non, il pensait que les Russes ou les Hollandais jouaient un peu moins bien la partie classique. Voilà. Est-ce que tu as le même type de raisonnement quand tu joues un Russe ou un Hollandais? Non, peut-être pas, parce que vous avez des Hollandais. Je crois qu'il faut, moi c'est le au cas par cas, vous avez des Hollandais qui jouent systématiquement des parties classiques. Un gars comme Erno Prosman, grand maître international, c'est systématiquement la partie classique. Donc pour moi, c'est celui qui est en face. Donc je l'aborde par rapport à ses qualités, ses forces, et j'essaie d'évaluer mes chances. C'est un peu ça. C'est ça que moi je vois les choses. Donc on revient avec la partie contre Pongui. Donc est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu déjà, tes options? Sur 32-28, j'ai joué 16-21 parce que je me suis dit il vaut mieux éviter. Et il a imposé la classique parce qu'il a répondu par 37-32. Donc du coup, moi je vais faire une classique mais avec une attaque de flanc. C'est-à-dire que sur sa grande aile qui est assez surchargée, et c'est là-dessus que j'ai joué.
parce qu'il a le pion 46, le pion 41, et en partie classique, on sait que avec une aile surchargée comme cela, si on a du mal à développer ces pièces-là, je crois qu'après, ça peut être un problème. Et c'était avantageux pour les Noirs, quoi, pour moi. Alors, pour les débutants, il faut savoir que la grande aile, c'est l'aile gauche. Voilà, l'aile gauche, voilà. Et l'aile droite, on la nomme la petite aile. La petite aile, l'aile du tric-trac, voilà. Ou l'aile courte. Voilà, ou l'aile courte. Voilà, donc là, tu joues sur ce que tu penses déjà être une faiblesse, son aile longue qui est un peu surchargée. Vous voyez bien qu'il a la pièce 46, 41, cette formation, 46, 41, 37, 32. Donc, du coup, c'est des pièces qui, à un moment, si elles ne sont pas développées, vont constituer une faiblesse pour l'adversaire, quoi, pour le conducteur des Blancs. Et voilà. Je pense, par exemple, qu'ici, au lieu de 50, 44, il aurait pu continuer par 37, 31 pour essayer justement de développer cette aile-là. Et vous voyez qu'il n'a touché aucune de ces pièces-là sur les 4-10 premiers temps. Donc, alors, est-ce qu'il ne cherchait pas à t'imposer une partie semi-ouverte? Voilà, c'est ça, semi, mais le truc, c'est que moi, j'ai déjà ma grande aile qui est développée. J'ai plus un pion à 5, 10 ou 4, c'est développé. Et du coup, je contrôle mieux sa grande aile avec ma formation des pions 21, 16, 17, 11 et 6. Donc, du coup, ça semi-classique ne m'embêtait pas. Voilà. Voilà. Donc là, on voit hein, toujours cette aile surchargée. Cette aile, remarquez qu'aucune des pièces n'a bougé depuis. Donc, elle est surchargée. Il faut jouer là-dessus. Donc, moi, j'ai insisté pour maintenir ces pièces-là. Parce qu'on peut compter simplement. Vous avez pour les Blancs 27, 32, 37, 41, 46 et 36 qui sont bloqués par les pièces noires 26, 21, 16. Donc, 3 pièces qui contrôlent déjà tout un bloc. Oui, donc là, on a un trèfle actif. Voilà, sur le plan arithmétique, c'est une faiblesse pour les Blancs, je pense. Donc ça veut dire qu'il faut éliminer les pions de l'aile droite blanche pour essayer de forcer le passage de ce côté. Et de ce côté, tout à fait. Et puis, il faut jouer aussi sur la flexibilité. C'est-à-dire que vous avez une position qui est statique pour les Blancs. Et du coup, sa marge de manœuvre était réduite parce que si vous regardez sur son aile, quand on regarde son aile de droit, hein, il a quelques pièces de ce côté qui peuvent se mouvoir. Et là où il a plus de pièces, il a du mal à se mouvoir pour les Blancs. Oui, son avenir est un peu... Voilà. Il a les pièces 35, 40 qui peuvent encore se mouvoir, mais c'est avec une marge de manœuvre très limitée. Et même s'il forme la colonne 36, 31, 27, il reste ce pion 46 qui traîne un peu. Qui traîne, voilà. Donc, cette pièce-là, il vaudrait mieux l'avoir, la pièce 46 à 47, pour boucher 42. Donc, du coup, vous avez une formation, en fait, qui n'est pas active. La formation 46, 41, 37, 32, elle n'est pas active. Et je crois que ça crée une faiblesse. Alors, en même temps, oui, il n'a pas le contrôle de son aile droite non plus. Tout à fait. Il ne l'a pas. Et les Noirs peuvent se mouvoir. La pièce 3 peut avancer à 9 jusqu'à 14. En soutien. Et en soutien, la pièce 12 à 18 pour boucher. Ça fait que la position noire est plus flexible et l'occupation spatiale est mieux équilibrée. Est-ce qu'il y a des moments où on peut, parce que dans les parties semi-ouvertes, on a cette aile gauche qui est souvent aussi surchargée, ça fait souvent partie de la partie semi-ouverte, mais il faut un contre-jeu. Oui, mais il faut donc vous assurer qu'elle est surchargée, mais que vous contrôlez votre flanc droit.
C'est-à-dire la compensation, c'est le flanc droit. Mais si elle est surchargée à gauche et que vous ne contrôlez pas, comme c'est le cas pour les blancs, la position, le flanc, son flanc droit, ça pose problème. Maintenant, vous pouvez voir que 36-31, c'est bouché, sans avenir. Donc, je crois que c'est le problème qui s'est posé. Alors là, c'est un coup très caractéristique pour encore plus gêner le développement blanc. Oui. Pourquoi ce coup? Parce que il faut prévenir la formation 41, 40, sur 41, 46, 41, 36, il peut faire le pionnage à 22. Donc, du coup, il faut anticiper cette avancée-là. 23, 29, sur 41, 36, et ce qui s'est passé, maintenant j'empêche, c'est-à-dire que sa formation n'a aucun avenir. Voilà, c'est très important ici, à ce moment. Donc ici, il faut tout de suite anticiper que le seul avenir de l'aile gauche, c'est la flèche 36, 31, 27, et donc il faut fuir la case 18. Voilà, il faut fuir la case 18 pour ne pas permettre de développer cette colonne-là, cette formation qui vient d'être formée, si je peux me répéter. Parce que si on laisse ce pionnage se faire, ben, d'un seul coup, on peut même être très embêté avec les noirs sur, sur notre aile droite. Ah là, vous avez compris, parce que non seulement ça permet de développer, mais après 46-41, il y a une autre formation, et du coup, il peut faire un pionnage 32-28, et du coup, il faut donc anticiper, c'est important, l'anticipation. Donc là, c'est pas seulement ce qu'on pourrait appeler une avancée Guettem, c'est plus pour encore diminuer la mobilité de l'adversaire. Voilà, la mobilité de l'adversaire. C'est pas vraiment une avancée Guettem. Non, elle n'est pas, c'est pas trop ça, mais c'est pour contrôler la position des blanches et permettre maintenant aux noirs de neutraliser complètement le flanc droit des blancs. Bon, là, on voit que la situation est devenue très difficile. Voilà, vous voyez que là... Pour les blancs. Oui, non, je préfère qu'on s'arrête un peu là, Philippe. On peut compter, hein, sur le plan arithmétique. Regardez le côté gauche des blancs. Il y a 2, 4, 6, 7 pièces. 7 contre pour les noirs, côté droit, 2, 4, 5. Et du coup, tout le côté blanc, le côté droit, est vide. Donc vous voyez qu'il y a une mauvaise répartition spatiale, territoriale des pièces blanches sur le damier. Donc du coup, la pièce 46, elle est faible parce qu'elle n'a pas d'avenir sur cette position. Si vous la mettez ailleurs, elle sera encore meilleure que là où elle est. Et à la fin, je pense que c'était beaucoup plus une question de technique. Donc là, il se dégage, mais c'est un peu tard. Il fallait également que je sois vigilant pour bien terminer la partie. Ce qui est important aussi que les joueurs débutants en fait ont beaucoup de mal à faire, c'est l'estimation, la bonne estimation de la position et déceler la faiblesse chez l'adversaire. Une fois qu'on a décelé la faiblesse, encore faut-il la déceler, on peut avoir un plan qui appuie sur cette faiblesse. En fait, c'est tout un attelage. Il y a le travail théorique, il y a la pratique, mais il y a également apprendre de ses erreurs. Est-ce que tu as le souvenir d'une partie que tu as jouée où tu n'as pas vu la faute que tu avais faite et pourtant tu as perdu? Est-ce que tu t'en rappelles d'une qui... Tu restes bloqué sur le résultat, tu ne sais pas où tu as commis la faute? Tu te rappelles d'une partie? Je me rappelle quand j'étais plus jeune, 2001, mon premier championnat du monde à Moscou, je joue une partie contre Rob Clay. Vous imaginez Rob Clay, grand maître qui a été vice-champion du monde et tout. Et Kim Ga, et là, vraiment, j'avais eu très mal. Mais à la fin, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Mais ce n'est que plus tard, quelques années après, quand j'ai pu m'enquérir des canons de la partie que j'ai compris où j'avais fait la faute. Donc, quelquefois, c'est pas évident. On te connaît sur la scène internationale depuis les années 2000 où tu as fait les championnats d'Afrique, les championnats du monde. C'est là que tu commences à rencontrer les grands maîtres européens. Et le petit nouveau Jean-Marc Njoffang, il tape une Keller contre Rob Clair. Bah, bien sûr. Hein.
j'étais présomptueux, mais je crois que ça m'a aussi permis de jauger mon niveau de connaissance dans ce système-là. Alors, on va regarder une autre partie, Jean-Marc, une partie cette fois-ci d'encerclement, une partie complexe, et tu vas nous donner les enjeux d'une partie d'encerclement. Voilà. Ok, donc c'est une partie d'Interclub des Pays-Bas, tu as les Noirs, tu joues contre Fritz Luten, le maître international. International, oui, néerlandais. Oui, ben, quoi qu'ici, clairement, je lui donne l'attaque. Oui, dans cette ouverture-là. Donc ça va être une partie de taquin. Oui, je lui ai donné l'attaque. Et là, clairement, ici, je passe à l'encerclement. Alors, 8 ans d'avance, ça te fait pas peur? 8 ans de retard? Non, non, pas du tout. Parce que vous savez, il faut laisser venir. Il faut laisser venir et essayer on dit bien encerclement, c'est-à-dire laisser venir l'adversaire au centre et essayer de le contourner. Donc, on n'est pas ici en partie classique. C'est une partie centrale d'attaque et où moi j'en sais. Donc, le truc, c'est de les laisser venir. Alors, quel est l'enjeu? Est-ce que c'est de jouer déjà sur l'aile courte blanche qui est aussi un peu surchargée? Vous voyez déjà ici la différence, contrairement à la partie précédente, c'est son aile droite qui est surchargée. Donc, du coup, moi, je vais axer stratégiquement mon jeu sur sa grande aile, qui me semble un peu vulnérable. Donc, c'est sur ça que j'ai axé mon jeu, quoi. Regardez, il a un centre qui est compact, une aile droite compacte, et du coup, heureusement, son aile gauche semble faible. Donc, du coup, j'axe la pression de ce côté-là. C'est ce qui s'est passé dans la... Alors, il a le centre, mais son centre est un peu bouché. Oui, oui, voilà. Un centre qui présente quelques faiblesses. Alors, est-ce que déjà tactiquement, il y a quand même, parce qu'il y a aussi des fois les options tactiques, est-ce que tu te réserves des possibilités tactiques en maintenant certains pions de base? Tout à fait, c'est essentiellement ça, parce qu'il faut le dire aussi, la subtilité, le truc le plus difficile quand vous encerclez, c'est qu'il faut toujours avoir une porte de sortie, sinon vous vous faites noyer, étouffer. Donc du coup, c'est vous encerclez, mais avec des idées d'options tactiques, des menaces combinatoires. C'est ça qui vous permet à un moment de respirer. Sinon, si l'adversaire, s'il contrôle toutes les cases stratégiques, après c'est difficile de s'en sortir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces... Parce qu'il faut vous voir, j'ai aussi un centre qui est flexible et compact. Et du coup, je maintiens une flexibilité sur mon côté droit. Et il y aura donc un moment important de la partie, la subtilité, qui va arriver. Alors, ce pionnage-là, il est important parce que j'enlève la pièce 24. C'est important de pionner pour avancer. J'aurais pu jouer 13 et 18, mais le pionnage est important. Donc ici, j'ai déjà l'idée de la menace combinatoire. D'accord. Alors, est-ce que... Ah oui, là, il y a une option tactique qui se présente, parce que ce pionnage-là, il permettrait de développer le pion 35 pour les blancs, mais il y a une idée. Mais il y a une idée, c'est 14-15, et heureusement, c'est le tenté de faute, et j'ai la chance qui tombe dedans. Parce que ici, maintenant, la menace est directe. Je menace de faire 20-24. Vous voyez? Donc, le 20-24, je menace de le faire. Voilà. Prise de 2 et je prends 3. Et là, il doit attaquer. C'est un peu, si je puis dire, s'il avait vu la combi, le mieux pour lui aurait été de pionner 37-31. Donc, il faut bien revoir. Je crois que ce moment, c'est le moment décisif de la partie. Ben là, il n'a pas vu la subtilité.
Et je crois que ça, c'est très joli. Donc, un Parce gambit. que je fais un gambit. Et maintenant, un gambit avec une compensation. Et là, la menace est directe. Je menace de faire 27, 27 31. Et puis, faire la combinaison 17, 22 pour aller à 41. Voilà. Voilà, la menace est directe. Donc ici, il doit réagir. C'est forcé. Et il faut dire qu'il a une pièce de plus. Et là, c'est le gâteau sur la série, c'est le 18-22. Et je peux dire c'est mortel parce que 18-22, Oui. soit il me laisse prendre, sur le pionnage, il y a le coup 9, 4-9, et puis je dame à 50. C'est important de montrer 4-9. Voilà, c'est terminé. Donc ici, il est devant un dilemme. Soit il me laisse les deux. Ça, je crois que c'est une manœuvre vraiment subtile. Soit il me laisse les deux, il perd une pièce. Et il ne peut pas boucher. Voilà, il ne peut pas boucher parce qu'il faut dire le coup de l'autre côté avec 17-21. Voilà. Et puis 9, 4-9 toujours. Je crois que ça me rappelle une partie aussi que j'ai gagnée contre Peter Van der Staap. Ça, c'était au tournoi de Rotterdam en juillet dernier. C'était un peu la même thématique. Donc il y laisse finalement un pion. Voilà, il a un pion de moins. Et je le dis toujours, quand on a une pièce de plus, c'est une question de technique maintenant. Il faut bien finir et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette partie-là. Alors, à quoi il faut veiller? Parce que bon, souvent, quand on a un pion de plus, on s'endort un petit peu. Oui, on relâche. Et je crois, pour les joueurs moins expérimentés, c'est quand on a l'avantage d'ailleurs qu'il faut être plus concentré. Parce que tout moment de relâchement, hein, l'adversaire, vous savez, il est un peu dans une situation, il n'a plus rien à perdre en fait. Parce que quand on a une pièce de moins, on se dit, bon, on a un handicap. Et là, on n'a plus trop de soucis parce qu'on se dit, ben, on doit perdre. Donc c'est à l'autre, c'est à celui qui a l'avantage, c'est à lui d'être plus vigilant, plus concentré. Donc on voit que tu es un joueur tactique. Ce que je te propose, Jean-Marc, ben, c'est d'aller voir du côté tactique les combinaisons que tu as placées tout au long de ta carrière. Et des combinaisons, ben, on ne les compte plus. Alors cette partie donc t'oppose à Kishkin. Oui, c'est une partie classique. Nikolai Kishkin. Oui, une partie là, il aime bien jouer. Et donc, on a une partie classique, et très vite, tu installes le Kerkhoff. Oui, voilà, le Kerkhoff très vite. Et le Kerkhoff juste pour développer ma grande aile. Voilà. Et à ce moment, c'est important, 36-31, il faut bien que je développe, parce que en avançant ces pièces-là, ça va me permettre de développer le pion 46 plus aisément. Alors, on va voir que la combinaison va arriver très rapidement. Voilà, ici, il faut dire, j'avais déjà eu l'idée. Le pionnage, j'ai l'idée. Parce qu'en fait, il ne voulait pas que je contrôle la case 30. Donc, sur cette position. Donc, il va essayer de t'en chasser par 20-25. Voilà, et là, et boum, quoi, boum. D'accord, donc tu te dis à ce moment-là, j'aimerais bien contrôler la case 30, mais il va m'embêter parce qu'il va faire 20-25, et voilà, en cherchant... Il va faire 20-25, et en cherchant, je me dis, sur le pionnage, il ne peut pas attaquer. Et du coup, l'idée vient, parce que pour voir aussi des combinaisons, il faut avoir l'idée. Quelquefois, vous n'êtes pas obligé de tout voir, mais tout part de l'idée, de l'étincelle. Vous devez avoir l'étincelle. En fait, les combinaisons, quelquefois, partent de là. Les combinaisons qui ne sont pas théoriques, mais que vous trouvez en calculant, vous découvrez des choses en cherchant. Donc l'idée m'est venue et je me suis dit, ah ben tiens, sur le pionnage, je ne peux pas attaquer. Et là, je vais pouvoir contrôler la case 25. Alors, ce que je propose aux internautes, ben, c'est de chercher pendant une petite musique qui nous accompagne, pendant à peu près une vingtaine de secondes, les blancs jouent et gagnent par une superbe combinaison.
une combinaison que je n'avais jamais vue. Oui, c'est un thème, c'est curieux. Et je me rappelle que quand j'ai exécuté, dès que j'ai fait le premier coup, il a souri, il a secoué la tête parce qu'après il m'a dit il n'y a pas pensé. Et justement, son idée était focalisée sur la case 25. Et donc la solution, très belle, 27-21, prise majoritaire, envoi à dame. Une autre prise majoritaire. Une première rafle qui fait la butée pour la dame. Voilà, et puis on capture la dame en allant soi-même à dame. Donc, très belle combinaison, Monsieur Njofang. Alors dès comme ça, tu en as réalisé beaucoup et on va les voir. Alors pour cette deuxième combinaison, tu es opposé à Didier Lukeba pendant le championnat d'Afrique 2018. C'est une partie de Rosenborg. Tu viens d'attaquer le pion taquin 24. Et après le coup 6-11, les blancs sont en difficulté et ne vont pas trouver la bonne parade à 17-22. Et après ce coup, blanc, eh bien les noirs jouent et gagnent. La solution, 25-30 après les prises, 25-30, prise de 2. On ne va pas chercher la dame, mais on vient ici prendre ces deux pions et ensuite on réalise un coup grâce à la flèche 2-8-13 et on s'assure d'une dame gagnante. Autre tournoi contre Sven Winkel, cette fois-ci Jean-Marc qui vient tuer les blancs, c'est au tournoi de La Haye en 2004, et après le coup 7-11, eh bien tu vas exécuter ton adversaire par ce premier coup 45-40, et là il n'y a aucune réponse satisfaisante, en particulier on ne peut pas occuper tout de suite le centre, car il suffit de jouer 34-29, et on utilisera ensuite la flèche 49-43-38 pour gagner le pion, et sur tout autre coup, il y a une combinaison, en particulier sur 11-16, qui va être jouée en partie. Eh bien, les blancs gagnent du matériel par une combinaison. La solution, 34-30, un coup assez thématique dans ce genre de position avec taquin. 24-20, 15 prend 24, 44-40, et cette prise, cette rafle qui permet de gagner du matériel. Au championnat du monde 2011, tu as les blancs face à Artikov, et après cette attaque des noirs par 17-21, eh bien ils craignent en fait le 2 pour 2 qui amènerait sur la case 6 et le passage à dame, et en fait ils choisissent la mauvaise solution 11-17, et là une petite combinaison permet de s'assurer de l'avantage matériel, alors qu'en fait les noirs pouvaient en fait simplement répondre par ce coup, car si on joue 33-28, il faudra prendre 3 pions, et il n'y a plus de passage à dame. Mais Artikov choisissait 11-17, et après 11-17, les blancs jouent et gagnent. La solution, une petite combinaison qui assure le gain matériel. Une combinaison très subtile au championnat d'Afrique 2015 contre Modusek. Tu as les blancs et Modusek réalise ce pionnage là sans se douter qu'il y a une terrible combinaison. Et cette combinaison, c'est un passage à dame, enfin c'est un envoi à dame. 37-32, coup très surprenant. Et maintenant, il ne reste plus qu'à emmener la dame sur la case 20. Et pour cela, on donne, on décale la dame, et on vient la poser sur la case 20. Et cette rafle de 4 pions, suivie de celle-ci, va permettre le gain. Et ici, Modusek abandonne. Une combinaison très surprenante, et qui a piégé Modusek. Alors, une combinaison qui n'est pas de ton fait, Jean-Marc, mais qui est le fait de d'Asmane Ouedraogo,
au tournoi de Montpellier, certainement déçu hein, de son tournoi. Il parvient néanmoins, grâce à son expérience, à gagner une partie, voilà, en jouant ici 36-31, sait-on jamais, l'erreur de son adversaire Stéphane Garel, qui commet l'erreur 12-17. Et là, les Blancs jouent et gagnent par un coup très classique, 27-21. Puis 37-31. Et quelles que soient les prises, on s'intercale avec 30-25 et on fait une rafle qui assure le gain du pion. Bon ben Jean-Marc, de très belles combinaisons que tu as réalisées tout au long de ta carrière, mais des combinaisons, mais il t'est arrivé de te faire surprendre. Hein. Et tout récemment, lors du championnat d'Afrique à Thiès au Sénégal, eh bien, tu t'es fait piéger dès l'ouverture. Alors on va voir que l'ouverture se passe mal parce que tu commets cette erreur. Alors, Oui. Tu te rappelles de cette journée? Oui, je me rappelle, il faut dire, le commentaire, cette ouverture, je l'avais jouée quelques semaines avant en interclub aux Pays-Bas et j'avais les blancs parce qu'en fait, la combinaison, c'est un coup théorique thématique dans cette ouverture. Mais il faut dire le contexte. Je joue cette partie un jour après ma défaite contre le grand maître Joël Atier. Et du coup, sur le plan psychologique, mon état d'esprit n'était pas vraiment au top. Et du coup, j'oublie que dans cette ouverture, il y a ce thème. C'est un coup connu. Et d'ailleurs, quand il me l'a fait, quand j'ai joué, j'ai vu tout de suite. Tout de suite, j'ai vu. Parce que le coup logique ici, c'est 41-37. Et là, j'ai souri, j'ai compris que ce n'était pas mon tournoi. Parce que quand on prend une telle combinaison, qu'on enseigne d'ailleurs aux autres, ça fait très mal. Alors, la solution du problème présenté au mag numéro 8 avec Arnaud Cordier, donc son père Henri Cordier, crée cette composition en 1965. Et vous allez voir qu'elle est assez terrible. La solution, 45-40. Et si on attaque le pion, pour espérer faire une dame et prendre l'avantage, mais en fait, pas du tout. 47-42, prise de 3 pions, un coup de revenez-y, on renvoie, on a une dame, mais ça n'est pas terminé. La beauté de ce problème vient de ce coup. Et maintenant, on vient simplement, on vient mettre sa dame en 25 et je vous laisse juge de la suite. Il n'y a plus aucune porte de sortie pour les noirs. Superbe. Alors, tiens, je repense au championnat du monde. Tu as rencontré Georgiev. Alors, je pense c'était 7 parties à cadence lente. Vous avez oui, en 2015, quoi, le match mondial. Le match mondial qui aurait pu te permettre d'être couronné champion du monde, mais bon, Georgiev ensuite dans les parties rapides a fini par te vaincre. Qu'est-ce qu'il a manqué? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit tiens, je peux peut-être gagner? Est-ce que tu y as cru? Oui, j'y ai cru et puis bon, je ne vais pas être mauvais perdant parce que il y a aussi que le système. C'est un système de bonus, c'est-à-dire qu'il a gagné une partie qui était plus bonifiée que les autres parties, parce que vous voyez le paradoxe. En termes de nombre de parties gagnées, j'ai plus de nombre de parties gagnées, mais simplement parce qu'il avait gagné dans une partie rapide et moi j'ai gagné en partie blitz, du coup la partie rapide était plus bonifiée que les parties blitz. Je ne regrette pas. J'ai pris du plaisir, j'ai beaucoup appris, donc ça restera gravé à jamais dans ma mémoire. Alors ton palmarès t'a permis d'être médaillé par ici le président camerounais Paul Biya qui recevait les sportifs émérites du pays. Oui, en août 2017 et je crois que pour moi c'était la consécration et au-delà de ma modeste personne, je crois que c'est la reconnaissance du jeu de dames comme sport à part entière dans ce pays où le football est sport roi et le jeu de dames est encore étiqueté comme une petite discipline en guillemets. Mais là, c'était vraiment la reconnaissance de la nation
Et l'anecdote, c'est que j'ai dû braver toutes les épreuves et embûches pour être présent à cette cérémonie. Parce que, il faut le dire, Philippe, au moment où j'apprends la nouvelle de la réception, j'étais en plein tournoi à Brunssum aux Pays-Bas. Et j'avais appris la nouvelle 2 jours avant, un mardi. Vous vous rendez compte, j'apprends la nouvelle le mardi et on me dit la réception a lieu le jeudi, pratiquement à midi. Ben, il fallait, c'est presque un miracle que Tu as dû abandonner le tournoi de Brunssum? Voilà, j'ai dû abandonner le tournoi en plein tournoi et le plus dur, c'était même pas d'abandonner, mais c'était trouver un billet et un vol surtout qui me permettait d'arriver à Yaoundé le matin du jeudi pour pouvoir être au rendez-vous du ministère d'où était prévu le rassemblement. Bon, bah écoute, Jean-Marc, on a pu voir une portion de l'étendue de ton talent. On va te retrouver sur la scène internationale dès le Burkina Faso, qui est le rendez-vous certainement le plus important du début 2019. On va suivre également ton compatriote Tomim Bongo. Peut-être il sera du voyage. Oui, pour garantir sa qualification peut-être, hein, parce que pour l'instant il est devant si jamais le Burkina Faso servait de qualification. Oui. Il est bien placé. Donc, et l'idée c'est simplement d'avoir plus d'Africains qualifiés à ce niveau-là, mais ce serait déjà bien pour lui de vivre une telle expérience. Je crois qu'il le mérite bien. Il a fait une saison remarquable, de bons résultats, il est plus constant. Il est très constant, oui, il a été très constant. On peut que lui souhaiter le meilleur et ça, qu'il continue. Bon, en tout cas, le Cameroun est bien là. Tu es un de ses ambassadeurs depuis bientôt 20 ans sur la scène internationale. Tout à fait. Et j'ai été ravi de t'avoir comme invité au MAG. Je suppose que les internautes seront très heureux de voir tes commentaires. Oui, ben, je l'espère aussi. Et moi, j'ai pris un réel plaisir. Je n'ai pas vu le temps passer. Je crois que je serai tout disponible. Et vraiment, aussi, je tiens à te féliciter, à t'encourager. C'est une initiative WAP. Et là, dans le cas de la francophonie, c'est bien qu'on ait quand même une émission, une idée de pareil, parce que le jeu, il faut le dire, est pratiqué dans l'espace francophone par plusieurs pays. Ça aurait été dommage de n'y avoir pas pensé. Et puis l'avenir du jeu de dames est peut-être en Afrique. On espère avoir bientôt un champion du monde africain après le grand Babassi. Je pense que ça viendra. Ça prendra le temps que ça devra prendre. Ça viendra. Que ce soit Joël Atsé, que ce soit Tomim Bongo, que ce soit toi. Parce qu'on se rapproche de plus en plus. Il y a eu Babassi, il y a eu les Bassirou Bamako Doundiaï et votre MC Buté a suivi. Je crois que les jeunes, la voie est tracée, ils savent ce qu'il y a à faire. Chacun doit apporter sa part à l'édifice. Ça finira par venir. On ne sait pas qui, d'où. On attend ça et les joueurs français seront très heureux de cet événement et le partageront avec toute l'Afrique. Écoute Jean-Marc, à bientôt. Merci d'avoir accepté l'invitation et bon vent. Merci encore. C'est moi. Et bonne soirée encore et à bientôt. Ciao. Ciao Jean-Marc. Un grand moment passé avec le grand maître international Jean-Marc Njofang qui montre toute l'humilité d'un champion et que pour progresser il faut apprendre de ses erreurs. Il n'y aura pas de chronique débutant aujourd'hui. Le mag est déjà bien assez long comme cela. Je comptais vous faire une chronique sur le coup parallèle. Je vous renvoie aux vidéos de la même chaîne. Voilà, le jeu de dames, le mag est terminé. À bientôt. Bonne partie, bonne étude et à bientôt pour le mag. Ciao.